je m'auto-donne la parole pour une petite introduction sur le terme de renouveau. Donc on en parle quand même plus ou moins depuis ce matin, mais je trouve que c'est intéressant de rappeler la définition du terme de renouveau. J'ai regardé Larousse pour vous proposer une définition, deux définitions, on va dire. La première définition, c'est un retour à un état précédent après déclin, que je trouve intéressante parce que voilà, on sait qu'on amorce une phase de réindustrialisation, alors peut-être fragile, comme le disait Louis Gallois, mais réindustrialisation tout de même après un long processus de désindustrialisation. Et la deuxième définition qu'on trouve quand même, c'est apparition de nouvelles formes. Et donc, je trouve que voilà, ce qu'il faut avoir en tête quand on parle de renouveau, c'est justement l'existence de ruptures et de continuité dans notre histoire industrielle. Donc, aussi l'idée de composer avec des héritages dont on reparlera dans cet atelier. Alors le renouveau, il peut être illustré de différentes façons, par différents marqueurs, les investissements, la valeur ajoutée, l'emploi. Si on prend la variable de l'emploi, ce qui est assez intéressant de constater, c'est que ce renouveau, en fait, il est en quelque sorte permanent. Depuis 2016, il s'accentue, mais le renouveau, il est permanent depuis des années. Il y a des destructions d'emplois industriels, des créations d'emplois industriels. Seulement, jusqu'en 2016, les destructions d'emplois industriels étaient supérieures aux créations d'emplois industriels. Là, le rythme change un peu et les créations redeviennent supérieures aux suppressions d'emplois industriels. Et c'est un peu la même chose qu'on observe à l'échelle des territoires. Le renouvellement est permanent, le renouveau est permanent. C'est un peu ce que disait Vincent Grimaud aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que chaque année, il y a des territoires qui perdent des emplois industriels pendant qu'il y en a d'autres qui gagnent en quelque sorte des emplois industriels. Seulement, là encore, depuis 2016, le processus s'accélère. Il y a plus de territoires qui gagnent des emplois industriels que de territoires qui perdent des emplois industriels. Donc voilà, on est dans un processus de renouveau relativement permanent, mais qui s'intensifie quand même depuis 2016. Alors j'ai pris quelques chiffres, je ne vais pas vous assumer avec des chiffres, mais quand même pour dire que depuis ce matin, on parle d'industrie. Alors on a eu des exemples quand même de spécificités sectorielles, mais je pense on peut se permettre ici d'insister un petit peu là-dessus dans cet atelier. On a la chance d'avoir les intervenants pour cela. Parce que quand on parle d'industrie, il y a des industries, des secteurs. Et quand je parle de destruction-création, il y a aussi des secteurs dans lesquels les créations sont plus nombreuses et des secteurs qui continuent de détruire des emplois en France. Donc si on prend la période 2016-2019 avant Covid, les secteurs qui créent le plus d'emplois, c'est notamment les industries alimentaires, sans trop d'étonnement, avec 15 000 emplois créés sur la période. Mais à l'intérieur de ces industries alimentaires, il y a aussi un renouvellement, un renouveau, une transformation, puisque les boulangeries industrielles créent des emplois, mais les préparations de produits à base de viande perdent des emplois. On a aussi la fabrication d'autres matériels de transport qui progresse, 12 000 emplois supplémentaires, qui a été probablement interrompu quand même avec le Covid. Troisième secteur qui crée beaucoup d'emplois, l'industrie du cuir, 6 000 emplois, dont Sacha nous reparlera tout à l'heure. L'industrie chimique également, et puis la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, dans lesquels je pense qu'on peut intégrer le photovoltaïque dont Roch nous parlera. Et pendant ce temps-là, il y a des secteurs qui continuent de détruire des emplois, l'industrie automobile, la métallurgie, la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique. Notamment industrie du papier et du carton, industrie de l'habillement, fabrication de meubles. Donc je vous dis tout ça parce que donc il y a des spécificités sectorielles dont il faut tenir compte, qui vont aussi avec des spécificités territoriales. C'est-à-dire que nous, quand on conduit des analyses territoriales, en géographie économique, on fait ce qu'on appelle des analyses structurelles résiduelles. C'est un peu ce que ce dont Louis Gallois parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va regarder la part de la dynamique territoriale qui est due à ces variations sectorielles et la part qui est plus inexplicable par des mesures statistiques. Et c'est là aussi qu'on va insister, je pense, tout au long de cet atelier, c'est-à-dire il y a des spécificités sectorielles qui expliquent certaines dynamiques territoriales, mais il n'y a pas que cela. Et on va aller essayer de chercher justement ce qu'il y a comme levier à disposition actuellement dans les territoires pour favoriser ce renouveau industriel. Donc sans plus attendre, je vais passer la parole à Sacha Chertok qui a conduit une étude en particulier sur l'industrie du luxe à Paris, et donc qui va essayer de nous montrer aussi comment se combinent ces questions sectorielles et territoriales. Merci Marjolaine et bonjour à tous. Donc, effectivement, le territoire duquel je vais parler est un peu particulier puisqu'il s'agit de Paris intramuros, avec une focale économique elle aussi particulière qui est l'industrie du luxe.
Et donc évidemment, envisager la fabrique parisienne du luxe et son renouveau, c'est pas évident dans la mesure où c'est une histoire qui a environ plus de 4 siècles, qui démarre avec les manufactures royales sous Louis XIV. Et donc, avant d'envisager les nouvelles formes du renouveau, ce qui nous a frappé dans l'étude qu'on a conduite avec Martin Vanier sur ce sujet, ce sont quelques permanences qui, dans le temps long, sur quelques siècles parfois, continuent de rester et qui ne semblent pas inutiles de rappeler avant d'évoquer éventuellement les nouvelles formes que peut revêtir ce territoire industriel. Parmi les permanences, la première, c'est une permanence culturelle, au sens où, quand on parle de la mode, du luxe à Paris, Paris reste, aux yeux de tous et du monde entier, une ville et un territoire du bon goût, et qui reste prescripteur de ce bon goût, en particulier grâce au défilé et à la présence d'événements de design, entre autres. Cette permanence culturelle-là, elle s'adosse évidemment à une autre permanence qui est une permanence économique, au sens où les maisons du luxe, certaines maisons du luxe parisien historique, Louis Vuitton, Hermès, Chanel, pour en citer que quelques-unes, continuent d'être pleines de succès et intégrées dans des groupes qui font partie à eux trois, LVMH, Kering, Hermès, Chanel, des 5 plus grands groupes économiques mondiaux quand on aborde l'industrie du luxe. Donc évidemment, ça aide à ces permanences. Et puis une dernière permanence qui est géographique et qui a été quand même l'un des premiers étonnements à l'origine de cette recherche, au sens où dans Paris intramuros, il continue d'y avoir des emplois industriels, environ 65 000 selon une étude de la Pure. Dans ces emplois industriels, il y en a environ 30 000 à proprement parler, qui sont des emplois de fabrique directement, de fabrication d'objets. Voilà. Et sur ces chiffres-là, une bonne moitié qui a trait à des activités du luxe, mode, couture, joaillerie. Donc on peut se dire que c'est pas beaucoup, évidemment, 30 000 emplois de fabrique, c'est environ 2% de l'emploi industriel parisien. Mais pour autant, c'est une permanence à l'heure où on parle des métropoles de services, etc., qui continuent d'étonner. Et ce, d'autant plus que la géographie dans Paris intramuros de ces activités-là, elle aussi est relativement constante, même s'il y a des nouveaux lieux, notamment avec les activités, avec les hôtels industriels. Mais on continue de faire de la joaillerie et de l'orfèvrerie Place Vendôme et à Lafayette, et on continue de travailler le textile et la mode dans le Sentier et le Faubourg Poissonnière, en gros. Voilà. Ceci étant dit, au-delà de ces permanences, c'est vrai que, au dire des acteurs eux-mêmes, on assistait depuis, on va dire, les années 80-90 à une sorte de ce que les acteurs appellent la fin d'un âge d'or parisien, que le Sentier et la transformation du quartier du Sentier peut illustrer à certains égards, mais qui se traduit notamment pour répondre à une hausse de la demande mondiale, à des capacités productives qui augmentent et qui augmentent souvent en dehors des pays d'où viennent ces maisons et avec un certain nombre de délocalisations. Ça, c'est le mouvement, on va dire, qui s'est amplifié à partir des années 80 et qu'on a vu courir jusqu'aux années 2000. Et là où on peut envisager une première figure du renouveau, et c'est peut-être la plus structurelle dans ce secteur-là, c'est une sorte de renouveau de stratégie économique, de la part relativement conjoint, de la part des grands groupes et grands donneurs d'ordre de cette industrie, qui finalement se rendent compte que cette stratégie d'ouverture et de délocalisation de sites de production a 3 grandes limites qui peuvent nuire économiquement à ces groupes. La première, c'est une sorte de banalisation des marques et des produits par la plus grande diffusion de ces produits au travers du monde, ce qui est un peu problématique quand on fonde une image, une qualité de produit sur la distinction et une relative culture du secret. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'au travers de cette ouverture, même si certains produits continuent de s'adresser à une élite
financière mondiale, voilà, qui est ce qu'elle est, mais l'essentiel de l'augmentation de la croissance de ces groupes relève du domaine du luxe dit accessible. Et la dépendance économique de ces groupes envers cette gamme-là de luxe accessible a augmenté, au point même que ce qui faisait la caractéristique de ces marques et de ces maisons, savoir créer du produit exceptionnel qui n'est pas rentable économiquement, venait à se perdre, et où dans certains de ces groupes-là, la haute couture ne devenait plus rentable. Et donc, ce qui vient à interroger, pareil, l'essence même de ces maisons et de ces marques. Et puis la troisième limite que les différents donneurs d'ordre, en tout cas au dire d'un certain nombre de leurs sous-traitants, ont pu observer, c'est celle de la limite de la distinction entre la maîtrise de la conception d'une part et puis la maîtrise de la production de l'autre. Où pendant longtemps, quand on regarde les déclarations publiques des représentants de ces grandes maisons, elles assuraient que le plus important était que la maîtrise de la conception voilà, des produits soit en France, en ce qui concerne les maisons françaises. Or, on s'aperçoit que cette décorrélation croissante entre maîtrise de la conception et maîtrise de la production, finalement, en vient à nuire un petit peu à la créativité, au sens où parfois les modèles sont pensés et puis pas forcément réalisables par la suite. Et donc, voilà, de ce renouveau-là, on a pu observer une réinternalisation dans ces grandes maisons-là d'un certain nombre de capacités productives, notamment par le rachat de certains sous-traitants, mais pas uniquement. Et ce qui fait que, alors ça date depuis la fin des années 90 pour Hermès, mais aujourd'hui il y a environ 2000 salariés dans les ateliers Pantin d'Hermès. Il y en a environ 200 dans les ateliers d'Anières de Louis Vuitton et 600 programmés dans des ateliers qui vont ouvrir porte d'Aubervilliers pour Chanel. Et donc, avec ce retour-là et cette augmentation des capacités productives, tout un réseau de sous-traitants parisiens qui aussi profitent finalement de ce retour-là, parce que avec ce retour à proximité, on va dire, de la conception, il y a l'envie de pouvoir, quand on confie un produit ou quand on confie le prototypage d'un modèle, de pouvoir le regarder on va dire, à portée de métro en 20 minutes, et puis surtout de privilégier la discrétion et la qualité reconnue de sous-traitants parisiens. Ça, c'est la figure du renouveau, je dirais, la plus structurelle qu'on est en train d'observer sur cette filière-là, et qui a des effets dans la ville parisienne. Et puis ensuite, il y en a une galaxie d'autres qui s'y adossent, qu'on pourra évoquer par la suite s'il y a des questions, mais peut-être j'en donne deux simplement. L'une sur les matériaux travaillés, au sens où ces ateliers du luxe, de fabrique du luxe parisien ne travaillent peut-être plus exactement les mêmes matériaux ou pas exactement de la même façon. Matière au sens où voilà, c'est relativement conditionné par l'acceptabilité sociale et la demande de ces marchés, hein, mais les ateliers parisiens font beaucoup moins de fourrure que ce qu'ils faisaient il y a 10 ans ou 20 ans, et même quand ils continuent à travailler une matière, le cuir notamment, le cuir est maintenant produit de façon beaucoup plus responsable que ce qu'il était auparavant, notamment avec des fournisseurs qui essayent d'éviter de tanner avec autant de chlore qu'auparavant, et ce qui fait que bon, ça a d'autres problématiques d'augmentation des coûts, mais en tout cas, le matériau change aussi. Et peut-être dernière figure du renouveau, c'est sur la condition ouvrière et de travail de cette industrie en ville, dans la mesure où il y a une sorte de normalisation de ce travail-là. Les employés sont aux 35 heures, ils sont tous régis par des contrats de travail, ce qui n'était pas toujours le cas, notamment dans le sentier avec des entreprises familiales et des réseaux d'entreprises communautaires. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la relative rareté de la main-d'œuvre employable dans cette industrie, et on pourra y revenir par la suite, fait que les employés qui réussissent à y entrer et à donner satisfaction s'en sortent avec de très bons salaires.
Et ce qui est aussi une évolution dans les représentations et la figure du travailleur ouvrier parisien qu'on pouvait imaginer. Beaucoup, Sacha, pour ce premier exemple d'implication territoriale de recomposition sectorielle, ici pour l'industrie du luxe, implication territoriale, mais aussi, y compris, devrais-je dire, socio-économique. Alors, on enchaîne tout de suite avec Roch qui va nous parler, alors je ne suis pas sûre qu'on puisse employer le terme de renouveau, mais vous allez me dire si on peut le faire, en tout cas de la géographie de l'industrie photovoltaïque. Merci beaucoup et merci pour votre invitation à l'atelier d'aujourd'hui. Je vais vous dresser effectivement un panorama de ce à quoi ressemble l'industrie photovoltaïque. Et on a l'habitude de dire qu'il y a deux filières. Il y a la filière du déploiement, c'est-à-dire du panneau solaire que nous trouvons en toiture, sur le sol, parfois flottant. Et il y a la filière de ceux qui construisent les cellules, qui produisent les cellules. Et ces deux filières-là ne se parlent pas nécessairement et puis sont soumis à des enjeux qui ne sont pas les mêmes. Alors, sur la filière du panneau déployé, et on abordera évidemment donc tout ça pour construire le chemin jusqu'au renouveau, puisqu'en fait, 2022, pour tout vous dire, c'est une année importante pour le solaire. D'une part, au niveau mondial, le marché mondial a franchi la barre du térawatt de capacité installée en avril 2022. Donc c'est une barre symbolique. Le marché a mis 10 ans à la construire, cette performance-là. Donc on a plus d'1 térawatt au niveau global de capacité installée. Et c'est d'ailleurs une étape qu'on franchira beaucoup plus vite la prochaine fois, puisqu'on atteindra le 2 térawatts d'après les prévisions en 3 ans. Donc on voit que c'est une évolution très très dynamique du marché du solaire. Sur 10 ans, ce qui s'est passé, c'est que l'installation s'est multipliée par 20, les prix ont divisé par 10, le rendement des cellules que nous trouvons sur les mains des panneaux qu'on trouve sur le panneau est passé de 15 à 20%. Et donc on a voilà, un marché très dynamique. Si on regarde ce que dit l'Agence internationale de l'énergie, on a 80% des nouvelles capacités de production d'énergie dans le monde qui seront installées, qui seront du renouvelable, dont plus de la moitié du solaire. Donc on a vraiment, au niveau mondial, un marché qui est solide, qui avance vite. Si on regarde en 2021, c'est bon, un peu pour des chiffres, donc 168 gigawatts qui ont été installés, 38% en Chine, 17% aux États-Unis et 10% en Europe. D'accord, donc c'est un peu pour donner les marges où ça se passe. En termes de taux de croissance, la Chine, avec cette capacité-là, a fait plus 14%, les États-Unis plus 42%, donc ils ont cru beaucoup plus vite que les Chinois relativement, et l'Europe plus 33%. Donc c'est aussi pour illustrer le fait que, quel que soit, on va dire, le pays, quel que soit le territoire, vraiment le solaire est une technologie qui trouve son marché un petit peu partout dans le monde. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe en France, du coup, si on focalise sur la France, alors les annonces du solaire déployé, c'est x2 d'ici fin 23. Et lors du discours du président Macron à Belfort en février dernier, il annonçait x10 à horizon 2050. Donc tout ça est très cohérent avec tous les scénarios, en particulier les scénarios de RTE, qui regardent comment est-ce qu'on décarbone le mélange énergétique français, comment est-ce qu'on fait pour arriver à la neutralité carbone à horizon 2050. Ça ne se fera pas sans une contribution massive des renouvelables. Voilà, et c'est vrai au niveau européen aussi, puisque récemment, donc cette année aussi, il y a le fameux Repower EU, qui est un plan européen qui a annoncé que 45% de l'énergie en 2030 devra venir du renouvelable. Donc on a aussi, on va dire, on accélère, on fait 3 fois plus rapidement à cet horizon-là ce qu'on installe chaque année au niveau européen. Donc ça, c'est un peu sur ce qui se passe du point de vue du parc déployé. Maintenant, d'où vient la technologie? Alors, il y a une dizaine d'années, 30% du marché était produit en Europe. Aujourd'hui, c'est de l'ordre du pourcent. L'industrie européenne a été balayée par l'industrie chinoise en particulier. Plus de 90% des capacités de production aujourd'hui se trouvent en Chine. Et donc, nous avons aujourd'hui trois arguments qui nous permettent de penser le renouveau justement de l'industrie dans le solaire. Alors, j'ai peut-être un aparté là. Qu'est-ce que l'IPVF? L'IPVF est un institut pour la transition énergétique qui a été bâti à l'initiative de l'État pour créer une équipe de France du nouveau solaire, une équipe de France qui a deux missions: être leader scientifique et technologique et savoir transférer à l'industrie. Une industrie qui est pré-Covid basée en Europe, post-Covid basée en France. Donc on sent que les enjeux sont très territorialisés et on sent que les attentes des tutelles sont très fortes. Et donc nous sommes quelque part une réunion des équipes historiques qui travaillent le solaire de nouvelle génération. Qu'est-ce que ce solaire de nouvelle génération? C'est du solaire dit couche mince.
C'est un solaire qui donc consomme beaucoup moins de matériaux, beaucoup moins d'énergie pour être produit lui-même, et qui est tout aussi performant et tout aussi durable dans le temps que notre compétiteur, entre guillemets, qui est le silicium. Et donc, il y a 3 arguments qui nous permettent de penser à un renouveau de l'industrie solaire photovoltaïque en France et en Europe. D'abord, l'argument technologique, puisqu'en fait, les technologies couche mince arrivent à maturité. Et aujourd'hui même, nous annonçons, IPVF, une collaboration avec Voltec Solar, qui est le premier industriel français, qui est basé dans le Grand Est, et qui souhaite s'appuyer sur les technologies développées par IPVF pour justement aller dans un format Gigafactory. Donc c'est une annonce de ce matin qui est publiée dans l'usine Nouvelle, et c'est une illustration très concrète de la confiance que versent les industriels dans la recherche et l'innovation française. Un argument commercial par ailleurs, donc effectivement, la crise du Covid a montré qu'il y a une solidarité intercontinentale, mais qu'il y a également des pincements, et en particulier quand on voit l'appétence des marchés pour les technologies solaires, il n'est pas évident aujourd'hui de trouver les panneaux que l'on souhaite pouvoir rapidement déployer. Et donc là, on a vu des développeurs de parcs photovoltaïques souffrir simplement de la qualité de l'approvisionnement au niveau mondial. Et enfin, un argument de souveraineté qui est de plus en plus prégnant, qui est tout simplement l'Europe qui se dit, et la France qui se disent, si on veut être numéro 1 dans la transition énergétique, ne devrions pas nous être capables de produire, de comprendre, de développer les prochaines générations, de l'intégrer en toiture à Paris ou ailleurs, de l'intégrer de faire une fusion avec l'agrivoltaïsme, de pouvoir le faire flotter, et non pas de considérer que la capacité à transformer la lumière en électricité, eh bien la guerre est perdue, et puis finalement on délègue ça à l'étranger. Alors je rappelle simplement que le premier module photovoltaïque date des années 50, hein, donc c'est vraiment, on est au début de l'aventure technologique solaire, ça faut vraiment en avoir conscience, la guerre n'est pas terminée. Et donc cette souveraineté, concrètement, où est-ce qu'on en trouve l'expression? Eh bien dans l'Alliance solaire industrielle européenne, qui est sur le point d'être annoncée. Là, il y a des drafts qui circulent au niveau européen. Donc à l'initiative de Thierry Breton, à l'initiative de Carrie Simpson, donc les commissaires en charge de l'énergie et du marché intérieur, dans le sens inverse, donc se sont effectivement mobilisés pour lancer cette grande, on va dire, concertation au niveau européen sur comment faire pour ce qu'ils appellent reshore industry to Europe, solar industry to Europe, donc comment faire pour faire revenir sur le territoire européen, effectivement, l'industrie solaire, avec des mécanismes, bien sûr, de défense des industriels dans l'exercice de leurs activités économiques, et bien sûr avec l'appui de la R&D, de la RI, pour permettre d'avoir un leadership technologique non pas ponctuel, mais qui s'inscrit dans le temps. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Roch. Et, donc voilà, je trouve intéressant d'ouvrir cet atelier autour de ces 2 exemples de secteurs, l'industrie du luxe d'une part, l'industrie photovoltaïque d'autre part. Donc on voit que c'est assez différent en termes de marché, de process, de demande, d'enjeux. Et donc nécessairement, on imagine que les leviers au niveau des territoires seront différents pour soutenir des secteurs aussi différents que ceux-là. Je vais prendre 2 minutes si jamais il y a des premières questions qui émergent de la salle pour nos intervenants. Oui. Et ben alors, il y a 2 questions, je vous propose de les prendre à la suite, puis on y répond. Pour revenir à la table ronde précédente, est-ce qu'il y a des industries qui utilisent le photovoltaïque? Je pense à la laiterie ou d'autres. Quelles industries sont preneuses du photovoltaïque aujourd'hui ou demain, quoi? Allô, oui. J'ai l'impression que ça marche pas. Bon. Sur l'industrie du luxe, j'avais une question qui était de savoir le fait qu'on a des ouvriers qui sont de plus en plus reconnus et aujourd'hui, pour certains, très bien payés. Je me demandais, est-ce que c'est lié à une évolution de leurs compétences dans le sens où ils font des choses différentes qu'auparavant, comme ça peut être le cas dans l'industrie 4.0, où on a quand même des ouvriers de plus en plus qualifiés qui sont nécessaires, ou est-ce que c'est simplement l'évolution de la structuration du secteur où on a moins d'entreprises familiales ou communautaires? Une 3e rapide. Merci beaucoup.
sur l'industrie du photovoltaïque. Est-ce qu'il y a une réflexion sur l'articulation avec l'industrie du stockage? Ce matin, on nous a présenté Verkor, qui est le leader français de la batterie. Comment les deux s'associent ou ne s'associent pas? Merci. Merci beaucoup pour vos questions. Roch, Sacha, je vous laisse répondre respectivement aux questions qui vous ont été adressées. Merci pour ces questions. Quelles sont les industries qui sont intéressées par le solaire? C'est une très bonne question, puisqu'en fait, c'est vrai qu'on voit, pour faire le point pour faire le lien avec les deux questions, on sent que les gigafactories de dispositifs de stockage ont été identifiés comme un sujet essentiel par évidemment les constructeurs automobiles. Et donc on a là une industrie effectivement européenne leader qui tire un industriel qui est un des composants, mais un des composants critiques, et qui par ailleurs trouve son expression dans effectivement la gestion des réseaux et tous les services que peuvent rendre donc du stockage à donc l'intégration d'énergie renouvelable au niveau des boucles locales. Alors, quelles sont les industries donc pour faire le lien? L'automobile peut en être une, puisqu'en fait on voit qu'il y a des entreprises qui travaillent sur le solaire photovoltaïque intégré en toiture, le bâtiment, le solaire intégré en toiture et là aussi et dans toute forme de surface et nécessairement en fait ce qu'on voit nous du marché. L'agrivoltaïque est un sujet, peut-être j'aurais dû commencer par ça en termes d'intérêt et de taille, puisque on peut avoir du coup un terrain commun qui émerge entre les enjeux des agriculteurs et la nécessaire surface à utiliser pour déployer des panneaux solaires. Donc on a beaucoup, mais bon, pour faire le lien aussi avec l'autre question, l'industrie du luxe est intéressée aussi en partie par le solaire, puisqu'en fait, d'une part, un nombre croissant de clients, quel que soit le produit, attendent, je pense, de leurs fournisseurs que la marque joue un rôle dans la transition énergétique, et par ailleurs on voit énormément de créativité autour du solaire intégré à toutes sortes de formes, toutes sortes de supports, d'objets qui peuvent être des objets du luxe et qui peuvent être tout à fait intéressants. Par rapport à Verkor, pour la deuxième question, le point commun est dans le type d'activité que nous aurons dans le cadre de Gigafactory, c'est-à-dire choisir une technologie dérisquée et dérouler une excellence opérationnelle avec la R&D embarquée pour préparer le coup d'après. C'est vraiment ça, on va dire, la philosophie de passage à l'industrie à échelle qui permet d'être compétitif sur le marché et face à la concurrence internationale. Peut-être qu'il y a d'autres liens à construire, mais là je suis preneur de vos idées. Et pour répondre rapidement à la question sur les salaires des ouvriers donc, dans la fabrique parisienne du luxe, bon, une précision, hein, bon, ils sont bien payés, mais ce ne sont pas des salaires non plus astronomiques. Pour vous donner une idée, en fin de carrière, aux alentours de 55-60 ans, on arrive au-dessus des 3 000 € net par mois, ce qui est pas mal pour un salaire ouvrier, mais qui n'est pas non plus extravagant. Y a deux raisons, je pense, à ces salaires-là. La première, c'est le rapport de l'offre et de la demande, dans le sens où les ateliers sont vraiment à la recherche de travailleurs et de mains compétentes qui ont les savoir-faire et elles n'hésitent pas à débaucher certains ouvriers d'autres entreprises pour cela. Et donc évidemment, qui dit débauche dit salaire plus important, c'est la première chose. Et l'autre raison, c'est peut-être l'inverse de celle que vous suggériez, au sens où justement c'est parce que le travail n'a pas changé, mais par contre les compétences pour le faire sont elles devenues beaucoup plus rares. En tout cas dans quelques ateliers de sous-traitance dans lesquels on s'est rendu, finalement il y a très peu de mécanisation, le travail se fait toujours avec des machines à coudre relativement banales. En revanche, les ouvriers, pour les manier et réaliser les pièces qui sont demandées par les grands donneurs d'ordre, eux, se font beaucoup plus rares. Et en fait, il y a un vrai défi pour ces ateliers-là à réussir leur transition, on va dire, salariale, entre les ouvriers qui sont là depuis les années 70, 80
et qui ont le savoir-faire et donc qui le transmettent en interne, et puis des jeunes qui sortent d'école mais qui n'ont pas encore toutes les compétences. Mais c'est vraiment un savoir empirique. Quand on découpe une peau de cuir, c'est de comprendre comment on travaille le vivant, et en fait ça c'est très très rare, et c'est ça qui est valorisé. Oui. Merci beaucoup pour vos réponses. Je vous propose d'avancer un petit peu dans la thématique de l'atelier. On reviendra tout à l'heure sur les questions sectorielles, mais d'abord, je vais passer la parole à Aurore Colnel puis à Gilles Crac, qui vont nous parler du dispositif territoire d'industrie, donc de levier qu'on retrouve dans les territoires pour engager, accompagner le renouveau industriel, et qui passe notamment par une gouvernance particulière. Merci beaucoup, Marjolaine. Bonjour à tous. Et merci de me donner l'opportunité de revenir sur le programme Territoire d'industrie qui a été évoqué à plusieurs reprises dans les tables rondes précédentes. Donc la méthode Territoire d'industrie, qu'est-ce que c'est? C'est un programme national qui a été lancé fin 2018 par le gouvernement en lien avec Région de France, Intercommunalité de France et France Industrie, et donc qui vise à apporter une dimension territoriale aux politiques de filière, notamment les politiques qui ont été évoquées tout à l'heure, le Conseil national de l'industrie et ces 19 filières, ces 19 contrats stratégiques de filière. Donc Territoire d'industrie, tout d'abord, ça a été définir une géographie d'intervention, qui sont les bassins industriels les plus actifs dans le pays. Actuellement, 149 territoires d'industrie, puisque nous venons tout juste d'ajuster la carte passant de 146 à 149. Donc on voit aussi qu'on est sur une géographie, donc on n'est pas sur un zonage administratif, on est bien sur des territoires de projet. Donc c'est ça aussi qui est intéressant dans ce programme national, avec une carte qui a été adaptée, donc passant initialement de 124 territoires à 149 actuellement. Sur la base de cette géographie, on a construit une gouvernance, et l'originalité, on l'a évoqué tout à l'heure aussi, c'est la mise en place de binômes composés d'élus locaux et d'industriels représentatifs de leur territoire, et donc qui bâtissent des plans d'action en faveur de la réindustrialisation à partir de leurs problématiques. Et on l'a évoqué aussi tout à l'heure, le dialogue entre acteurs. Donc ça, c'est le cadre qui a été mis en place pour organiser le dialogue entre acteurs. Et pour l'organiser, il faut des contenus, et on ne manque pas de contenus sur la réindustrialisation dans les territoires, c'est-à-dire qu'on a l'enjeu des compétences, de la formation, l'enjeu foncier, les sujets de transition écologique, énergétique, qui là vont prendre de l'ampleur avec la crise énergétique, les enjeux d'industrie du futur, de transition digitale, et puis tout simplement les enjeux d'animation des réseaux d'acteurs au niveau local, puisque le programme Territoire d'industrie, sa plus-value, c'est d'abord ça, c'est une mise en réseau des acteurs, et un sujet de coordination et de travail sur des plans d'action locaux, et sur une dynamique ascendante. C'est en tout cas le souhait que nous avons exprimé à la création du programme Territoire d'industrie. Et on l'a vu aussi en termes de résultats, de plus-value, quand on a fait un bilan en 3 ans de la mise en place de ce programme, puisque là on va fêter les 4 ans du programme. C'est vraiment ces enjeux de mise en réseau et de coordination qui ont été valorisés par les territoires eux-mêmes, et qu'on a aussi pu constater au niveau national dans les différentes études. Louis Gallois évoquait tout à l'heure une étude qui a mis en exergue notamment le poids de l'effet local, en fait, l'étude de Carré, Lévrato, Frocrin, qui a mis en exergue cet élément. Donc les fameux 50% autres, en fait, et qui sont liés notamment aux enjeux de coopération entre les acteurs. Et puis on l'a aussi constaté pendant la crise, les territoires qui ont le mieux résisté, qui ont été les plus résilients, ont été ceux qui avaient une tradition justement de coopération. Alors quand je dis entre acteurs, c'est déjà entre intercommunalités, puisque les territoires d'industrie sont des regroupements d'intercommunalités. Et puis aussi entre acteurs publics, collectivités et acteurs privés. Et ces territoires d'industrie les plus actifs pendant la crise ont notamment réfléchi au sujet de relocalisation des chaînes de valeur et ont pu adapter leur plan d'action au regard de la crise. Donc c'est vraiment un sujet de dialogue entre les pouvoirs publics, les collectivités et les industriels. Un élément que je souhaitais aussi valoriser en termes de renouveau des territoires industriels, c'est par rapport à ce programme. Nous avons aussi mis l'accent sur les projets collectifs, les projets à dimension collaborative, et je pense notamment dans le cadre de France Relance. Il y a un fonds qu'on a appelé Fonds Territoire d'Industrie, mais qui est plus exactement le Fonds d'accélération des investissements industriels dans les territoires, qui a été doté d'un peu plus de 900 millions d'euros de l'État via France Relance, et aussi des régions qui ont abondé ce fonds. Ce fonds vise à soutenir principalement des investissements productifs d'entreprises, mais on a aussi cherché à ce que des projets collaboratifs puissent être mis en place, et notamment autour du domaine de la formation, des compétences,
Vous avez eu ce matin le témoignage du président de l'IFTO à Cholet. L'école de production, par exemple, a été lauréate de France Relance de ce fonds d'accélération, pour donner un exemple. Mais je sais qu'on reviendra plus tard sur les sujets de formation. Et dernier point, penser le renouveau des territoires industriels, c'est aussi donc penser à la suite. L'important, c'est de penser à l'avenir de ces territoires d'industrie. Le programme est prolongé jusqu'en 2026. Donc là, on est en train de réfléchir sur la phase 2023-2026 de ce programme, qui restera axé sur les thématiques prioritaires des territoires. Donc on a évoqué le foncier, les compétences, les sujets de transition écologique, énergétique, l'innovation via la mise en place du plan d'investissement France 2030 aussi, qui doit pouvoir bénéficier aux territoires, en particulier aux territoires d'industrie. Mais penser le renouveau, c'est aussi peut-être réfléchir à de nouveaux modes de production dans les territoires. On en a évoqué un certain nombre ce matin, donc il y a les sujets de tiers-lieux, Fab Lab, manufactures de proximité qui désormais sont bien installées et puis se déploient dans un grand nombre de territoires. On a le sujet des micro-usines, qui émerge aussi, l'enjeu de production distribuée, qu'on a aussi évoqué ce matin, mais qui là est plutôt, on en est aux prémices en fait de ce mouvement d'industrie distribuée, avec le mouvement des makers, qui a émergé notamment pendant la crise, les sujets de fabrication additive, etc. Enfin, différents mouvements liés notamment à l'industrie du futur, mais pas uniquement, qui émergent. Des réflexions aussi autour de la production des objets du quotidien, les sujets de transport, de mode doux, des sujets aussi autour du petit électroménager, enfin, comment fabriquer dans les territoires et comment distribuer ces objets de manière plus économe, écologique, etc. Donc il y a des réflexions en cours sur la suite du programme, et notamment au regard de ces nouveaux modes de production dans les territoires. Et les territoires d'industrie sont des terreaux d'expérimentation et de nouvelles solutions qui peuvent être aussi intéressantes à regarder plus globalement au niveau national. Merci beaucoup, Aurore. Du coup, j'enchaîne sur cette question de l'expérimentation. Ce qui est notamment expérimenté dans le cadre de territoires d'industrie, c'est ces binômes industriels politiques. Je m'adresse à Gilles. Comment faire interagir au mieux, selon vous, les firmes ou les autorités publiques, ou en tout cas, qu'est-ce que vous observez en matière d'interaction? Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je voulais peut-être juste en préalable insister sur ces questions de gouvernance, un petit peu un commentaire à la suite de ce que disait Aurore. C'est dire qu'en fait, une nouveauté dans le renouveau de l'industrie en France, c'est le fait que les intercommunalités soient désormais des acteurs partie prenante des politiques industrielles. Et en fait, ça, c'est tout sauf neutre, au moins pour deux raisons. La première raison, c'est que l'intercommunalité, par définition, c'est l'autorité publique qui s'occupe de quoi? Qui s'occupe de l'aménagement spatial, de l'eau, de l'assainissement, des transports, des déchets, de l'énergie plus récemment. Et donc, faire monter en puissance les intercommunalités, c'est aussi, quelque part, rappeler que le développement industriel, c'est aussi une affaire de capital matériel. Et ça, il me semble, alors c'est très banal de dire ça, mais en fait, c'est relativement une nouveauté dans le paysage de la réflexion autour du développement industriel local, parce qu'en fait, on a passé plusieurs décennies à considérer que le développement industriel dans les territoires, c'était essentiellement une affaire de soft et plus de hard. C'était une affaire de coopération, d'animation, de réseau d'acteurs, et en gros, tout ce qui relevait du foncier, des infrastructures techniques, tout ça, ça n'avait pas vraiment d'importance parce qu'en fait, c'était disponible et ça ne posait pas de problème. Alors qu'aujourd'hui, l'impératif de transition écologique fait remonter en fait toutes ces ressources matérielles, de l'eau en passant l'espace, on a le cas du ZAN, les transports, l'énergie, etc., au premier plan. Et l'industrie, s'il faut réindustrialiser, ne pourra pas faire l'économie d'une réflexion sur l'usage de toutes ces ressources, et la collectivité qui est en première ligne là-dessus, c'est l'intercommunalité. Le deuxième intérêt de cette montée en puissance du niveau des intercommunalités, c'est que en fait, l'intercommunalité, c'est l'autorité publique du quotidien. C'est elle qui est en lien de proximité avec les populations. Et donc, d'une certaine manière, en mettant dans le jeu les intercommunalités, on rend visible cet enjeu, parfois même ce problème de cohabitation en fait, entre les populations et l'industrie. Alors, plutôt que de mettre ça sous le tapis, en fait, on en fait un espèce d'enjeu fondamental. C'est pas du tout évident de faire cohabiter des installations industrielles avec l'ensemble des nuisances qui vont avec et des résidents.
Et pourtant, c'est bien un des objectifs, un des enjeux, c'est sans doute un des problèmes de la réindustrialisation à venir. Et donc, c'est à l'échelle des intercommunalités qu'on va gérer le rapport entre industrie et société, paradoxalement. En tout cas, aussi à l'échelle locale. Alors ensuite, pour revenir sur la question de la coopération, alors, donc moi, je ne suis pas géographe, je suis plutôt sociologue. Donc, coopération, quand on parler de coopération, c'est ouvrir une boîte noire. En fait, et c'est quoi? Et donc, du coup, pour un sociologue, qu'est-ce que ça veut dire exactement coopérer? En tout cas, il faut se poser aujourd'hui la question de la nature de cette coopération entre élus et firmes industrielles, d'une part. Donc, il faut ouvrir la boîte noire et surtout rappeler que ça n'a absolument rien d'évident. D'une part, parce que ces deux mondes, parfois, se connaissent, mais aussi, très souvent, ne se connaissent pas. Donc, il y a un premier enjeu qui est simplement un enjeu d'interconnaissance. Simplement que chacun des partenaires prenne connaissance des contraintes de l'activité de l'autre. Il y a quelques années, l'Institut de l'entreprise avait publié un rapport, je crois, qui s'appelait Entreprises et territoires pour sortir de la méconnaissance réciproque. Donc, il ne suffit pas de... Voilà, alors c'est très très bien de vouloir dire, de souhaiter des coopérations, on sait qu'a priori, c'est compliqué. Donc ça, c'est la première chose que je voulais rappeler ici. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, dans une coopération, il est très important que chacun reste à sa place. De ne pas confondre coopération et fusion des acteurs, que chacun des acteurs reste à sa place. Ça veut dire quoi? Ça veut notamment dire qu'il ne faut pas mettre les clés du camion du développement industriel local entre les mains des industriels. Et du coup, ça pose un vrai problème pour la collectivité publique. C'est vraiment à elle de prendre en charge, d'inventer, de concevoir un projet de développement pour son territoire. Ce n'est pas du tout aux industriels de le faire. Et pourtant, il faut qu'elle le fasse en s'appuyant sur les connaissances, les informations économiques, stratégiques qui sont du côté des industriels. Donc en fait, j'aurais tendance à dire coopérer, c'est bien. Opérer la coopération, c'est pas mieux, c'est épineux. Voilà ce que je voulais dire. Et donc, alors juste pour synthétiser, paradoxalement, coopérer, ça n'est pas simplement se rapprocher, c'est aussi trouver la bonne distance. Et je pense qu'il est important de rappeler ça. Merci beaucoup Gilles, aussi pour votre point sur les intercommunalités et la montée en quelque sorte sur le front entre guillemets des intercommunalités sur ces sujets de développement industriel auxquels on assiste depuis quelques années maintenant. Je vais enchaîner tout de suite avec une question pour Sacha. Alors, qui a donc vous travaillez sur l'industrie du luxe à Paris et qui a observé des politiques territoriales intéressantes pour accompagner le renouveau. Alors, je ne sais pas s'il y avait des coopérations privées-publiques ou si c'est uniquement l'œuvre de l'un ou de l'autre. Tu peux nous en dire plus? Oui, alors le cas parisien est peut-être un petit peu spécifique sur les politiques territoriales à mettre en place. De fait de la rareté foncière à Paris intramuros, les politiques relèvent quand même plus de l'ordre du soft que du hard, même si le hard est pas éloigné de cette question. Mais c'est vrai que dans le cadre de cette étude, on a eu plusieurs étonnements qui finalement nous ont fait revoir le type de politique territoriale adéquate auquel on pouvait penser pour maintenir cette industrie du luxe à Paris. Le premier étonnement, c'est que finalement, l'industrie du luxe à Paris telle qu'il est aujourd'hui ne prend plus la forme d'un quartier urbain proprement défini, au sens d'un ancrage territorial dans la ville, comme pouvait l'être le Sentier encore jusqu'aux années 70-80, mais que c'est quelque chose de relativement éclaté entre des acteurs qui se connaissent entre eux, mais qui sera relativement invisible par le passant qui décide de se balader dans les quartiers que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, si on considère que cette ville productive parisienne, c'est d'abord un espace social avant d'être un espace urbain, ça signifie que les politiques qu'ils servent sont avant tout celles qui vont favoriser les liens, les relations, les échanges, avant finalement l'inscription territoriale dans la ville, même si évidemment celles-ci ne sont pas neutres. Et donc, quand on pense aux politiques qui favorisent les liens, on a vu dans le cadre de cette étude
l'importance du réseau de transport francilien, hein, au sens où et l'importance de son maintien et de son cadencement et de sa régularité à l'avenir, puisque dans les ateliers de sous-traitance parisiens viennent des ouvriers et des travailleurs de toute l'Île-de-France. Et si les ateliers sont à Paris, c'est aussi parce que les 4 ou 5 branches du RER francilien se rassemblent entre 3 gares à Paris. Donc ça, c'est la première chose, mais on peut également penser à des politiques qui favorisent, on va dire, l'accueil des nouveaux arrivants et des migrants en particulier. On évoquait tout à l'heure le déficit de main-d'œuvre qualifiée dans ces ateliers-là. Souvent, on s'est rendu compte, et c'est le travail que font certaines associations, comme la Fabrique Nomade, entre autres, que les nouveaux arrivants et les migrants, les vagues de migration qui venaient à Paris, venaient avec des compétences manuelles et un savoir-faire qui était relativement rare à Paris. Et encore fallait-il s'en rendre compte, savoir que ces personnes étaient dépositaires de ce savoir-là, et les valoriser et mettre en lien avec les ateliers de confection et de sous-traitance qui, eux, sont en recherche de ces compétences-là. Donc, voilà, il y a quelques exemples très, très probants montrés par la Fabrique Nomade, et c'est sans doute un mouvement à encourager. Et puis, ce qui peut encore favoriser cet espace social, bien sûr, c'est la politique des hôtels industriels que mène la ville de Paris aujourd'hui, mais peut-être finalement moins par le fait qu'elles vont placer des entreprises dans des conditions idéales, avec des espaces un peu plus grands, des espaces de stockage et des espaces de livraison. Ça, bien sûr, c'est très important. Mais bon, la plus-value première, c'est quand même qu'elles permettent à des entreprises de s'installer à Paris avec un loyer moins cher et des charges moins chères. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour maintenir cet espace social. Le deuxième étonnement qu'on a eu, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure en répondant à la question, c'est que finalement le travail concret de la matière, il est très manuel encore aujourd'hui, et qu'à travers le déficit de main-d'œuvre qui est observé, il y a sans doute des efforts locaux spécifiques à entreprendre sur de la formation, sachant que des écoles existent et qu'il y aura toujours un coût d'acquisition important, mais en tout cas, voilà, on peut imaginer des filières de formation localisées, très spécialisées sur certaines activités, relatives au luxe ou à la couture, à la mode, si on estime que c'est la priorité. Et puis, le troisième type de politique qui pourrait être mis en place, et peut-être ça fera le lien avec les discussions qu'on aura après, c'est celle qui relève de la coopération territoriale. Alors bien sûr, il faut préciser de quelle nature et qu'est-ce qu'on entend par coopération, mais en tout cas, on a été frappé de voir que finalement, le maintien d'activités productives dans Paris dépendait, pour le dire clairement, de la capacité de tanneries dans le Tarn ou autre à se structurer et à réussir à produire des pots de qualité de façon peu chère, et à la capacité de ces ateliers parisiens qui finalement ne peuvent pas produire des séries très importantes par manque de place et par des salaires parisiens qui sont plus élevés qu'ailleurs, de déployer d'autres antennes sur le territoire français pour augmenter la production. Et là, voilà, on est sur de la coopération interterritoriale entre acteurs privés, mais que l'acteur public peut faciliter. On reviendra sur cette question des coopérations interterritoriales juste après. Mais je vais d'abord quand même insister, revenir sur cette question à la fois du qui est derrière ce renouveau, en tout cas l'organisation du renouveau industriel, donc le rôle des intercommunalités, mais aussi de la coopération entre firmes et acteurs publics. L'importance aussi qu'évoquait Gilles du hard et plus seulement du soft, le retour de la matérialité dont nous ont aussi parlé les doctorants ce matin. Et puis un point aussi sur le contenu quand même de ces politiques qui sont mises en œuvre, avec l'exemple de ce que vous avez observé à Caddy, à Paris, avec des politiques qui favorisent l'espace social, qui essayent d'accompagner aussi les recrutements, et on reviendra aussi sur cette question des recrutements plus tard. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle
Oui, des mains se lèvent très rapidement. Eh bien, alors écoutez, on va faire circuler un micro et on va faire pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire prendre les 3-4 questions à la suite et y répondre rapidement. 2 questions, une courte pour Sacha Chertok, une tout petit peu plus longue, mais j'ai essayé de la faire courte pour Gilles Krag et Aurore Colnel. Vous avez évoqué un rapport d'étonnement. Est-ce qu'on peut se permettre un rapport d'étonnement sur votre rapport d'étonnement? C'est-à-dire que l'idée qu'aujourd'hui, un secteur d'activité fasse appel à une main-d'œuvre étrangère qualifiée vous paraît étonnant, mais on nous a parlé ce matin des Tchèques dans la chaudronnerie. Aujourd'hui, faites appel à un artisan du bâtiment en Île-de-France, vous aurez très souvent un étranger ou quelqu'un d'origine étrangère qui ne relève pas de l'espace, on va dire, postcolonial français, mais plus de l'espace du redéploiement des circulations mondiales liées aux transformations des espaces économiques des pays d'origine. Donc, est-ce que c'est si étonnant que ça, hein, ou spécifique? Et la deuxième question pour Gilles Krag et Aurore Colnel. Vous avez évoqué, enfin, Gilles surtout, l'intercommunalité comme à la fois espace substantiel et pertinent, en raison notamment de la matérialité aujourd'hui d'une activité productive industrielle qu'on pensait être drivée par son immatérialité, pour aller vite. Or, il n'en est rien. Est-ce qu'on peut aller un pas plus loin en réfléchissant comment on passe pas simplement de politiques territorialisées à des politiques territoriales où le territoire est opérateur, mais à une écologie territoriale industrielle où la collectivité devient aussi l'opérateur d'une économie circulaire, pas plus simplement un système productif local, mais un système productif et consommateur local, pour aller vite. Je ne sais pas si c'est très clair, mais cette idée que la matérialité que vous avez évoquée, qui passe par des flux, eh bien, peut s'inscrire désormais dans un circuit plus court pour lequel le territoire de l'intercommunalité a une certaine pertinence, y compris sur un plan écologique. Voilà. Merci. Oui, j'avais 2 questions. Alors, une question pour Aurore Colnel. On sait que souvent pour les innovations, et notamment les innovations industrielles, les blocages viennent de certaines réglementations qui, des fois, empêchent, par exemple, de développer un prototype industriel. Et donc, je voulais savoir, comme la loi 3DS permet aux collectivités territoriales, normalement, de faire justement des exceptions à certaines réglementations, est-ce que ça permet, est-ce qu'on constate est-ce que c'est utilisé, du coup, cette possibilité? Et est-ce que ça permet de s'exonérer de certains freins, de certains réglementaires qui posent des problèmes? Donc, ça serait intéressant d'avoir un retour là d'expérience. Et la deuxième question, peut-être plutôt à Gilles Krag, c'est on sait qu'un des points des divergences entre différents territoires ou différentes entreprises en termes de performance, c'est notamment la culture des soft skills, donc des compétences socio-comportementales. Et on sait que notre système éducatif est sous-performant en termes de développement des soft skills pour les élèves et donc la population. Et donc, est-ce que ça, c'est un facteur, notamment pour développer la coopération dans les territoires où c'est peu présent? C'est probablement parce que dans ces territoires, en termes de compétences socio-comportementales, il y a certains défauts, il y a un manque de confiance dans le groupe, par exemple. Est-ce que là-dessus, ça serait une action un peu prioritaire à faire d'améliorer notre système éducatif et puis la formation et aussi dans les entreprises et puis les organisations à développer les compétences en termes de soft skills? Soft skills, c'est les compétences socio-comportementales. C'est soft skills, ouais. C'est les capacités de se comporter, de travailler en collectif. Les savoir-être, la confiance notamment. dans le collectif, justement. Le savoir-être, en quelque sorte.
Une dernière question. Oui, mais d'abord une remarque, j'avais beaucoup apprécié ce ce que vous avez dit, Gilles Crac, sur le capital matériel, effectivement, qui est sous l'égide souvent des intercommunalités. Et ça m'amène, alors je viens de Nantes Métropole et on travaille à l'échelle de l'estuaire avec Saint-Nazaire, évidemment. Et on le voit, le capital matériel, avec des espaces qui sont branchés fer, qui sont branchés mer, qui comprennent des halles extrêmement précieuses. Et on a parfois des entreprises qui délocalisent la chaudronnerie dans les pays de l'Est et qui nous disent bah, cette halle, moi, elle fait 25 mètres de haut, il y a des ponts roulants, j'ai envie de la raser. Et on leur dit non, parce qu'on est en zone industrielle. On arrive à les persuader et on leur dit, vous allez voir, dans 2 mois, vous aurez une occupation. Effectivement, 2 mois après, ils ont des éoliennes qui viennent ou alors du photovoltaïque avec de l'hydrogène qui va s'installer. Enfin, c'est des outils industriels extrêmement performants qui serait fort dommage, qui sont situés juste à côté du fleuve. Il serait fort dommage de les démonter. Et nous, on s'en sort avec des arguments plus ou moins patrimoniaux, de la persuasion. Mais d'où ma question à Madame Colnel. Est-ce que dans le programme Territoire d'industrie, on ne pourrait pas envisager de proposer quelque chose pour nous aider, non pas à sanctuariser, parce que c'est jamais bon de sanctuariser, mais nous aider à dire la Darse de Saint-Nazaire, les espaces de Bord-de-Loire avec leur capital industriel, c'est vraiment de l'or et il faut le garder parce que quand on va réindustrialiser lourdement, si on veut le faire, ça va venir assez vite et on aura la chance d'avoir ces espaces-là. Voilà. J'en profite pendant qu'on rend le micro pour rajouter une question qui nous vient du public et qui s'adresse plutôt à Sacha. Si la ville des Transitions a besoin de réparateurs de vélos, peut-on toujours se permettre de laisser les locaux d'activité parisiens être occupés par l'industrie du luxe? Voilà, je glisse cette question et je vous demande, intervenant, d'essayer d'être assez rapide et synthétique dans vos réponses, s'il vous plaît. Vous le souhaitez, parce qu'il y a plusieurs questions qui ont été posées en lien avec le programme Territoire d'industrie. Donc tout d'abord, les sujets économie circulaire, écologie industrielle et territoriale. Donc oui, c'est complètement dans le champ du programme Territoire d'industrie. Les intercommunalités ont investi plus globalement ces enjeux de transition écologique, énergétique. Et on a même parfois des chefs de projet Territoire d'industrie qui ont aussi une casquette chef de projet EIT, écologie industrielle et territoriale. Et donc la réponse est oui, dans les un peu plus de 1800 fiches actions qui ont été remontées, bâties par les territoires d'industrie. Il y a des enjeux EIT qui effectivement sont développés par les territoires. Sur le sujet de la réglementation, des blocages réglementaires, alors c'est l'un des 4 axes du programme national Territoire d'industrie, attirer, innover, recruter et simplifier. Au tout début du programme, on a eu des difficultés à traiter en fait, la thématique la plus complexe peut-être à traiter, c'est celle de la simplification, parce qu'en fait on a eu peu de projets concrets qui ont été remontés sur ce sujet, et en fait on l'a traité surtout au niveau national à travers la simplification administrative des implantations d'investissements industriels, et en l'occurrence à travers le label des sites industriels clés en main. 127 sites industriels clés en main qui sont labellisés à ce jour, et ce sont des sites pour lesquels toutes les procédures administratives ont été anticipées de façon à améliorer les délais, donc les procédures autorisation d'urbanisme, autorisation environnementale et archéologie préventive. Et donc c'est surtout à travers ce biais-là, les sites industriels clés en main, que nous avons pu apporter une solution à cette problématique de délai de réglementation. Je ne saurais dire si le levier apporté par la loi 3DS d'exception est utilisé dans les territoires. On n'a pas de retour particulier d'expérience là-dessus, mais en tout cas ce sujet de simplification administrative pour les implantations d'investissements industriels est effectivement un levier important. Et dernier sujet, effectivement, donc le programme, là on est en phase de réflexion sur la suite du programme, donc toute bonne proposition peut être apportée dans le cadre de l'évolution et de la future feuille de route du programme, donc ces sujets d'héritage matériel. Et d'ailleurs, pour citer l'exemple de Saint-Nazaire, ce territoire a fait l'objet d'une fabrique prospective pilotée par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, pour travailler sur la feuille de route du territoire d'industrie de Saint-Nazaire, et qui a fait émerger l'importance du capital social, de l'héritage matériel notamment. Donc c'est aussi des sujets
qu'on peut tout à fait exploiter pour la suite du programme. Gilles, je vous laisse enchaîner. Oui, pour répondre à François de façon assez lapidaire, moi je ne pense pas qu'un territoire industriel ressemble à un écosystème local. C'est pas comme ça que je l'entrevois. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc je ne pense pas que c'est une espèce de monde dans une bouteille, comme dirait Charles Seibel. C'est une fenêtre sur le monde. Donc en fait, je ne vois pas du tout... donc j'aurais tendance à dire non. Sur la question des compétences, alors moi je termine une enquête sur des industriels virois qui sont là depuis plusieurs décennies à Vire, qui se portent plutôt pas mal. Et ce que je vois, c'est qu'il y a une mutation silencieuse dans le profil de l'emploi, avec un effondrement de l'emploi non qualifié, des ouvriers non qualifiés de type industriel, et une remontée légère, mais néanmoins des techniciens et des ouvriers qualifiés de type industriel. Donc pour moi, ce que je vois, c'est vraiment l'importance des compétences techniques. Et donc, alors, ça ne veut pas dire que les soft skills sont pas importantes. Je fais juste une petite incise. J'ai discuté, alors je suis désolé, c'est un peu café du commerce là, hein, mais bon, en même temps, c'est une table ronde. J'ai discuté avec des gens qui s'intéressent beaucoup à cette question de la jeunesse, l'industrie, les intérimaires, les soft skills, etc. Et il y a des expérimentations qui ont lieu en ce moment en Normandie pour essayer de changer la façon dont les employeurs regardent les comportements de la jeunesse. Donc en fait, j'aurais tendance à dire, est-ce que le problème, c'est simplement que la main-d'œuvre n'a pas les bons skills qu'attendent les employeurs? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'employeur habilité? C'est-à-dire qu'une capacité des employeurs à comprendre comment fonctionnent, j'allais dire, les gens, et notamment les jeunes. J'aurais tendance un peu à retourner la question. Et la dernière chose, c'est le truc qui est super important là, c'est il y a des friches immobilières industrielles qui sont aujourd'hui en très bon état. Moi, j'en ai visité une la semaine dernière, toujours en Normandie, à Pont-Audemer, c'est Tannery Costil. C'est une espèce de forteresse industrielle. C'est sans doute un bâtiment dans lequel on pourrait remettre de l'industrie, sauf que, comment est-ce qu'on fait? Là, il y a un problème d'intermédiation quelque part pour remettre ce genre de ressources, de capital matériel sur le marché de l'implantation industrielle. Et alors, s'il y a un truc, un territoire d'industrie pourrait se saisir de cette question, ce serait cool. Sacha? Oui, rapidement sur la spécificité de la main-d'œuvre étrangère ou non. Bien sûr, c'est pas une spécificité propre à ce secteur-là, ni même de l'époque, hein, puisque l'industrie du luxe à Paris, ça a toujours été une histoire des migrations qui sont venues dans la capitale, effectivement. Mais c'est une chose de dire ça, et une autre de se dire que l'une des politiques les plus importantes pour maintenir et développer l'activité parisienne du luxe, ça va être des politiques sociales d'accueil et d'accompagnement de ces migrations. Parce que peut-être la différence quand même avec le BTP ou d'autres secteurs, c'est que souvent ces travailleurs, ces mains d'or, n'ont pas conscience de leurs compétences. Elles viennent... j'ai en tête l'exemple d'une femme libanaise qui est venue en France, mais sans avoir... pour elle, c'était un savoir normal, entre guillemets, une compétence apprise depuis l'enfance de travailler avec la machine à coudre. Mais arrivée en France, spontanément, les politiques les dirigent vers voilà, d'autres orientations professionnelles, assistante maternelle ou autres. Et donc, peut-être à la différence d'autres secteurs, il y a un vrai enjeu de déceler les compétences de ces nouveaux arrivants. Ça, c'est la spécificité, avec des trajectoires de migration aussi qui sont plus les mêmes qu'autrefois. Elles sont moins européennes. Voilà, on a rencontré travailleurs libanais, afghans, etc. Donc, il y a aussi l'enjeu de la compréhension et de l'accompagnement de ces nouveaux publics-là. Très très rapidement, Est-ce que vous pouvez, je répète simplement la question pour ceux qui nous suivent à distance. Est-ce que tu peux citer des hôtels industriels à Paris? Il
Il y a Cap 18 dans le 18e qui se trouve à Porte... voilà, Métropole 19, alors j'ai oublié la localisation. Quelle rue je ne saurais pas vous dire. Oula, ça, ouais. Dans le 15e, un troisième atelier industriel dans le 15e, je n'ai plus la rue exacte en tête. Voilà, 134. Merci. Non, c'est pas très connu. C'est plutôt discret. Comment ? C'est plutôt discret. C'est plutôt, oui, c'est plutôt discret. Enfin, mon Cap 18, quand vous passez devant, c'est une porte de partie. Dans le 15e, j'ai plus l'adresse en tête. Je suis désolé. Ouais. Voilà, il existe un rapport fabriqué à Paris avec la carte de tous les hôtels industriels, visiblement. Je suis désolée, j'interromps le débat, il est 17h, de donner des exemples concrets. Ouais. Merci beaucoup pour votre question. Alors j'intervertis un peu l'ordre de nos thématiques pour essayer de gérer au mieux le temps, parce qu'on a parlé plus ou moins, en tout cas, je trouve que vous l'avez tous évoqué, c'est la question des compétences. Alors en fait on en a parlé quand même en filigrane depuis ce matin, parce que c'est un enjeu clé, hein, celui des recrutements, parce que les difficultés de recrutement peuvent être un frein quand même à ce renouveau industriel. Moi dans le cadre de ma thèse, j'avais travaillé sur 3 territoires non métropolitains où les constats étaient unanimes, hein, quand même, sur ces difficultés de recrutement. En particulier donc, dans des territoires non métropolitains qui disposent de bassins de main-d'œuvre moins qualifiés que des bassins métropolitains et qui ont par ailleurs parfois de la difficulté à attirer. Donc il y a 2 voies un petit peu, pour être très schématique, pour accompagner ce renouveau industriel du point de vue du recrutement. C'est d'une part accompagner la montée en qualification des personnes qui sont présentes sur le territoire. Alors ça peut passer par le montage de formations spécialisées comme l'évoquait Sacha, ça peut monter aussi par des partenariats interentreprises qui proposent des sessions de formation. On a parlé aussi école de production ce matin. Et la deuxième voie, de façon très schématique là encore, c'est de travailler sur l'attractivité résidentielle pour attirer des personnes qualifiées venues d'ailleurs et souhaitant, en tout cas étant intéressées pour vivre dans le territoire. Donc en général, bien sûr, ces 2 leviers sont activés parallèlement. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que du coup, on voit bien que la problématique n'est pas uniquement celle du développement industriel, mais on rejoint des problématiques de développement territorial au sens large, où il s'agit de combiner attractivité résidentielle et accompagnement à l'appareil productif. J'en dis pas plus, je vais laisser Roch quand même nous en parler un peu plus de cette question des compétences sur le choix de localisation à Paris-Saclay de l'IPVF. Oui, non, juste un mot. C'est vrai que pour un institut comme le nôtre, qui est pluridisciplinaire, en fait, le choix de Paris-Saclay est un choix structurant, parce qu'on a toutes les compétences, toutes les différentes écoles, entre AgroParisTech, l'école polytechnique, HEC, les IUT, les universités, les ENS, Centrale Supélec. Donc en fait, on a à la fois tout un tas de compétences qui souhaitent être acteurs de la transition énergétique et qui trouvent chez nous des stages ou des emplois, et à la fois des entreprises, EDF R&D, Air Liquide, Thales, qui sont très intéressés par les thématiques que nous développons. Donc là, voilà, c'est assez évident, pardon d'enfoncer des portes ouvertes, mais c'est assez clair que pour nous, c'est un choix stratégique qui nous permet d'être un carrefour du solaire photovoltaïque de nouvelle génération en France, grâce à cette position géographique. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je suis désolée, c'est très bref sur cette question recrutement, qualification, alors qu'elle est essentielle, fondamentale, mais on l'a abordée quand même à plusieurs reprises aujourd'hui. Donc, on clôt ici un petit peu cette discussion, et en plus, je ne prends même pas de questions, je suis désolée. Parce qu'il y a un dernier temps qui est prévu et qui est là encore, il me semble primordial quand même, parce qu'on a parlé de ce qui se passait à l'échelle des territoires, mais pas encore de ce qui se passe entre les territoires. Donc, là encore, tout au long de la journée, on a vu émerger le fait qu'il y a des spécialisations territoriales et que les chaînes de valeur sont très découpées aujourd'hui à l'échelle internationale, mais y compris quand même à l'échelle française. On a parlé de division spatiale du travail entre l'Île-de-France et les autres territoires. Donc je voulais finir cet atelier en abordant la question des coopérations interterritoriales
qui peuvent être, là encore, un levier pour accompagner ce renouveau industriel. Et je m'adresse en particulier à Gilles et Aurore pour traiter cette question-là, dans l'ordre que vous le souhaitez. De formation, donc les objets techniques, je suis paumé. Oui, juste très rapidement. Je trouve que l'intérêt de cette question des coopérations interterritoriales, ça suggère de se poser la question finalement un peu ontologique, mais c'est quoi un territoire industriel? Et donc c'est là où je voulais rappeler un peu ce texte de Charles Sable, qui est un politiste économiste américain, qui a commis un petit texte sur les districts industriels il y a une vingtaine d'années, où il proposait de dire, mais finalement, un district industriel, c'est quoi? Et en fait, je propose simplement de changer district industriel et parler de territoire industriel. Donc, il posait l'alternative suivante. Est-ce que, donc je vais remplacer district par territoire, est-ce qu'un territoire industriel, c'est un monde dans une bouteille, donc un mini-monde, voilà, fermé, conteneurisé, ou alors c'est une fenêtre sur le monde? Il posait un peu cette alternative-là, et évidemment, sa thèse, c'était de dire la vision dominante, c'est la vision du territoire conteneur, et en fait, pour penser l'industrie contemporaine, en fait, c'est pas la bonne vision. Il faut plutôt avoir cette vision qu'un territoire, c'est une fenêtre sur le monde. Et donc ça ouvre sur d'autres manières d'envisager la géographie, d'autres approches. Alors les anglo-saxons parlent beaucoup d'approches relationnelles. Donc je laisserai peut-être Aurore parler des coopérations qui s'opèrent autour des territoires d'industrie entre les différents niveaux de gouvernement, puisque territoire d'industrie, c'est un programme multiniveau par définition, hein, puisqu'il y a un truc qui s'appelle la DTI, donc il y a l'État, il y a les régions qui sont censées jouer un rôle, et puis il y a les intercommunalités regroupées, et en plus il y a les opérateurs publics nationaux qui sont là pour appuyer le développement. Donc en fait c'est un dispositif multiniveau. Donc il me semble que ça reflète bien un peu cette idée d'approche relationnelle dont parlait un peu Sable et un certain nombre de géographes plutôt anglo-saxons. Moi, je voudrais simplement insister aussi que du côté des firmes, en fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'une firme, c'est pas un truc qui est implanté quelque part, c'est un réseau relationnel. Et donc, simplement à titre d'exemple, comme je disais tout à l'heure, je termine une enquête sur des industriels virois dans le cadre du programme POPSU Territoire. Donc, merci au PUCA de m'avoir soutenu dans cette enquête. Donc, l'idée, c'était vraiment de regarder une petite ville avec, sous l'angle de sa dynamique industrielle, un peu de façon approfondie. Donc j'ai rencontré une petite dizaine d'industriels que je suis allé interviewer. Et vraiment, ce qui m'a frappé, c'est que chacun de ces industriels appartenait à des espaces économiques multiples et extraterritoriaux, à la fois pour leur marché, mais ça, on va dire que c'est un truc banal, hein. On a des clients un peu à l'échelle à minima de la France, mais le plus souvent à l'international. Leurs espaces économiques pour leurs approvisionnements, il n'est pas du tout local non plus. Là aussi, il est complètement international. Et en fait, il est même international pour ce qui est de l'achat de leur équipement même de production. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert. C'est-à-dire qu'un fabricant, par exemple, un fabricant de fils techniques, donc de fils techniques, co-concevait des machines pour produire ces fils avec des Indiens. Donc en fait, ça veut dire que ces industriels, aujourd'hui, sont vraiment des fenêtres ouvertes sur le monde pour chacune de leurs grandes fonctions productives. Et donc, quelque part, le succès, en tout cas la dynamique industrielle viroise, hein, puisque en fait, à Vire, ce qui est marquant à Vire, c'est que en fait, le nombre d'emplois industriels est le même aujourd'hui qu'en 1975. Donc c'est pour ça que je me suis intéressé à ce territoire. Et en fait, le ressort, ou en tout cas le secret qui explique un peu de cette dynamique industrielle viroise, c'est pas du tout l'existence d'un écosystème local.
moi, c'est pas du tout ça que j'ai vu. Par contre, j'ai vu des industriels qui étaient multi-insérés dans des espaces économiques et complètement ouverts sur le monde. Merci beaucoup, Gilles, de nous introduire à cette question relationnelle qu'Aurore va incarner avec un ou deux exemples. Deux exemples, j'en avais trois, mais on va terminer sur deux exemples. On va terminer sur ces deux exemples. De coopération interterritoriale sur filière ou de coopération multiniveau. Le premier exemple, c'est l'industrie du verre. 3 territoires d'industrie qui ont travaillé sur cette filière. Donc le territoire d'industrie Flandre-Saint-Omer, donc Bénédicte Brienne qui intervenait ce matin dans une table ronde, la Glace Vallée, le territoire d'industrie Vallée de la Brelle-Vimeux entre les régions Hauts-de-France et Normandie, et Terre de Lorraine sur le Grand Est. Donc 3 territoires d'industrie du nord et de l'est de la France qui cumulent un peu plus de 13 000 emplois dans le domaine verrier, soit un peu moins de la totalité des emplois verriers en France, donc des territoires importants de ce point de vue, et confrontés à des problématiques de transmission et de sauvegarde des savoir-faire verriers, et d'une part, et d'autre part de saut technologique et d'entrée dans l'industrie du futur de cette industrie verrière. Donc nous avons accompagné ces 3 territoires d'industrie avec une mission en ingénierie pour les faire travailler justement sur le sujet de la formation, sachant qu'il y a un acteur important sur le territoire du Grand Est qui est le CERFAV, Centre européen de recherche et de formation sur les arts verriers, qui porte un programme qui s'appelle GHOST et qui a été accompagné notamment en ingénierie via territoire d'industrie, en fait, avec un projet lauréat du PIA. Et donc voilà, un exemple de coopération interterritoriale sur 3 territoires d'industrie du nord de la France et de l'Est sur la filière du verre. Le deuxième exemple que je voulais évoquer, c'est celui du vélo, la filière vélo. Donc là, on descend en région Occitanie, la commune de l'Île-Jourdain. Donc là, le fait générateur, c'est l'implantation d'une usine d'assemblage de vélos, qui effectivement s'est concrétisée. Et là, nous avons accompagné donc le territoire d'industrie, c'est plus exactement le Gers, la partie est du Gers, mais le territoire d'industrie, c'est Gers-Tarn-et-Garonne, qui a été accompagné dans la structuration d'un écosystème autour de la filière du vélo. Et là, pour incarner aussi les enjeux multiniveaux, donc il y a un lien qui a été fait avec la région Occitanie, puisque la région Occitanie a développé aussi un plan de développement régional du vélo. Par ailleurs, il existe un cluster Vallée Vélo à l'échelle de la région Occitanie. Et puis par ailleurs, au niveau national, il y a eu des travaux récents, une mission parlementaire pour faire du vélo une filière économique au niveau national. Donc voilà, différentes. Là, on illustre bien les sujets voilà, sur la filière vélo de coopération multiniveau. Et puis sur le verse, là, c'était plutôt les coopérations interterritoriales autour d'une même filière. Et d'ailleurs, dans la suite du programme Territoire d'industrie, si certains territoires, et là je m'adresse aussi à ceux qui nous écoutent en ligne, si certains territoires d'industrie sont intéressés pour travailler sur une filière en particulier, et notamment des filières qui peuvent se prêter à des sujets de relocalisation, par exemple, c'est tout à fait possible dans la suite du programme. Et ce serait intéressant justement de regarder ces enjeux de croisement de territoires et de filières qui sont au cœur de territoires d'industrie. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir traité ce sujet quand même des coopérations interterritoriales, parce que donc, maintenant j'ai quand même l'impression que depuis quelques années, on s'est largement amélioré en action territoriale, mais je pense que pour l'action interterritoriale, il y a encore quelques pas à franchir, à la fois de façon horizontale, mais aussi de façon verticale. Et je suis désolée, mais on n'aura pas le temps pour des questions relatives à la coopération. Je vais quand même prendre et noter, vous faire part d'une des questions qui a été adressée dans le chat et qu'on m'a transmise, parce que je trouve important de la poser, de nous la poser, et que chacune y réfléchisse. La question est, peut-on penser le renouveau de l'industrie sans se poser la question de ce que nous devons produire? Et c'est vrai que c'est une question qu'on n'a pas réellement abordée aujourd'hui, que je trouve très importante, très importante. Donc la réponse est nécessairement non. Pour penser le renouveau de l'industrie, il faut penser à ce que nous devons produire, ce que nous pouvons produire, étant donné tous les enjeux que nous connaissons désormais de sobriété foncière, de raréfaction des ressources, mais aussi des enjeux énergétiques, etc. etc. Je ne vais pas faire la liste. Donc, je ne vous l'adresse pas, je pense qu'on y répond non. Effectivement, il faut penser à ce que nous devons produire. On n'a pas abordé cette question-là aujourd'hui. Ça pourra peut-être faire l'objet d'autres échanges, parce que je pense que la question est très importante pour notre avenir et l'avenir des territoires industriels. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à nos intervenants.